Bonjour à tous, Sawadee. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Asselineau, enfin du moins on va réagir à une vidéo de Asselineau qui fait encore une fois sa fameuse FAQ de la semaine ou de la bi-semaine. Et là, il a une question. Le président Trump semble finalement être fortement du côté israélien, alors qu'il s'est toujours vanté d'être un homme de paix. Mais c'est un homme fantasque. Est-il possible qu'il rassemble des forces armées au Moyen-Orient pour finalement mettre la pression à Netanyahou et le forcer à négocier, car l'Iran s'est déjà déclaré prêt à le faire? Ça va être très intéressant ces prochains jours et ces prochaines semaines. Je vous incite d'ailleurs à regarder mon interview avec Gérard Chevrier qui fait des révélations sur le conflit israélo-iranien. Les enjeux sont littéralement extrêmement lourds. Il faut comprendre actuellement qu'Israël est face à l'Iran tout seul, que les États-Unis, même s'ils ont dit qu'ils allaient aider Netanyahou pour l'instant, n'ont pas encore ramené, disons, de forces physiques et militaires sur place. Donc pour le moment, Israël est en train de perdre. Et si ça continue comme ça, si les États-Unis n'interviennent pas physiquement, c'est fini pour Israël d'ici 15 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le placement de Trump dans ce conflit-là est très important. Et là, on se demande si justement Trump ne joue-t-il pas un double jeu? N'essaye-t-il pas d'impliquer Israël dans une guerre au Moyen-Orient pour qu'Israël puisse se brûler les ailes et peut-être mettre fin au cirque de Netanyahou? Puisqu'évidemment, Netanyahou fait la guerre sans demander aux autres. Il demande à ce que le monde entier l'aide. Et évidemment, ça vient fausser les plans de Trump, qui lui est un homme quand même relativement de paix. Et il y a aussi la question de l'administration Trump. Peut-être que l'administration Trump a fait pression sur Trump pour justement déroger à son fameux discours pacifique. Donc on va se regarder ça. Avant de commencer, chers amis, je vous incite à mettre un énorme pouce bleu pour la vidéo, ça m'aide énormément. Et surtout à vous abonner. Aux 80 000 abonnés, je vais essayer d'inviter Asselineau sur la chaîne. Donc j'ai besoin, chers amis, que vous vous abonniez tous, et que vous mettiez la cloche, excusez-moi, pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Voilà. On va se regarder ça. Alors, on va pas se regarder l'extrait en entier parce qu'il dure assez longtemps, mais on va se regarder ce qui est regardable. C'est parti, les amis. Xavier demande: le président Trump semble finalement être fortement du côté israélien, alors qu'il s'est toujours vanté d'être un homme de paix. Mais c'est un homme fantasque. Est-il possible qu'il rassemble des forces armées au Moyen-Orient pour finalement mettre la pression à Netanyahou et le forcer à négocier, car l'Iran s'est déjà déclaré prêt à le faire? Bon, alors c'est une question, je suppose qu'il y en avait eu beaucoup d'autres, sur la question du conflit Israël-Iran. Alors déjà, je vous renvoie à la vidéo dont je parlais tout à l'heure, que nous avons publiée il y a 2 jours, c'est-à-dire lundi soir, qui avait été enregistrée dimanche après-midi. Donc il n'y a pas grand-chose à en changer, mais je me permets vraiment à ceux que ça intéresse d'aller regarder, parce que j'y donne des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et notamment la réaction de Charles de Gaulle et la réaction de Couve de Murville à l'issue de la guerre des 6 jours entre Israël et les pays arabes du 5 au 10 juin 1967. Voilà. Et je rappelle ça non pas par idolâtrie du général de Gaulle. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, vous parlez toujours de De Gaulle, de Gaulle, c'était il y a longtemps. Oui, ça commence à faire longtemps. Mais je parle de De Gaulle pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que c'est le fondateur de la République dans laquelle nous sommes, le fondateur de la Ve République. La deuxième, c'est que je ne connais pas grand monde qui considère que De Gaulle ne soit pas le meilleur président de la République de la Ve République. Voilà. Et l'un des plus grands chefs d'État de tous les temps de l'histoire de France. Il a eu des qualités, il a eu des défauts, il a fait des choses qui n'étaient pas forcément toujours extraordinaires. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. Il ne faut jamais être idolâtre de toute façon. Mais une chose est certaine, c'est que c'était quand même un très grand homme d'État et quelqu'un qui a servi au plus haut les intérêts de la France. Et quand on voit ce qui lui a succédé, président après président, c'est une dégringolade qui s'accélère en fait depuis le début du XXIe siècle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que De Gaulle avait été confronté à la même type de réaction en 1967 que ce que nous voyons maintenant. Et il l'a décrit, lui et son ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville, avec des formules qui font assez tilt et qui correspondent bien à l'esprit du temps. C'est-à-dire que De Gaulle considérait que il avait dit d'emblée, avant même le 5 juin, il avait dit que il y avait une très forte tension entre Israël et les pays arabes avoisinants. Il avait dit: celui qui tirera le premier, je le condamnerai. C'est-à-dire que c'est celui qui tirera le premier, ça mettra dans son tort. C'est ce qu'il avait dit. Alors je vous renvoie à ma vidéo donc, de lundi. Celui qui a tiré le premier, c'est l'État d'Israël. Et donc De Gaulle a condamné l'État d'Israël. Alors après ça, donc, il y a eu évidemment l'immense commentaire de diverses natures. Il y a aussi la fameuse conférence où il était revenu sur cette question et il avait parlé du peuple juif. Enfin, tout le monde est au courant. Et ce qui est intéressant dans cette prise de position, c'est que De Gaulle avait dit et il essayait d'avoir
une politique qui soit conforme à l'intérêt national. Or, l'intérêt national, il le dit, il l'explique, n'est pas de coller totalement à Israël. L'intérêt national, c'est aussi de préserver, disait-il, nos relations avec les pays arabes, d'éviter que les pays du monde arabe ne se jettent dans les bras des soviétiques, c'est comme ça qu'il raisonnait à l'époque. Et puis par ailleurs, il trouvait qu'il fallait aussi qu'il y ait une justice en ce bas monde, et il l'avait dit que les Israéliens exagéraient. Tout ceci, il l'avait dit en Allemagne, le 12 juillet 1967, donc un mois après les événements, lorsqu'il avait été reçu par le chancelier d'Allemagne fédéral de l'époque, qui s'appelait Kissinger, à ne pas confondre avec Kissinger, le secrétaire d'État de Nixon, le secrétaire d'État américain de Nixon, dans les années 68, 70, 72. Là, il s'agissait du chancelier Kissinger, qui n'est pas resté très très longtemps chancelier d'Allemagne. Il l'avait dit au chancelier d'Allemagne. Il avait été accompagné par Maurice Couve de Murville, qui était le ministre français des Affaires étrangères, et Maurice Couve de Murville, je vous renvoie dans ma vidéo, c'est vraiment intéressant, il avait dit que il y avait un problème, c'est que si il fallait, semble-t-il, paraître plus israélien que les Israéliens, plus pro-Israël que les Israéliens, sinon les Israéliens le considéraient comme des ennemis. Et Couve de Murville, qui était un diplomate français d'origine aristocratique et qui a manié un petit peu l'humour noir ou l'ironie, il avait dit que ceci ne facilitait pas l'objectivité. Et il avait dit ultérieurement, dans le même discours avec Willy Brandt, qui était son homologue, que dans la mesure où la France n'avait pas été à 102% pour Israël, les Israéliens étaient furieux. On a un peu l'impression que c'est la même chose. C'est même tout à fait la même chose, c'est même presque pire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la presse, les grands médias français, si on n'est pas dans l'acclamation sans réserve, etc., de ce que fait le gouvernement des Netanyahou, on apparaît comme un sgrognonieux, comme quelqu'un d'absolument épouvantable, comme quelqu'un qui défendrait un régime épouvantable qui serait celui de l'Iran, et puis comme au bout du compte qui serait antisémite avec le chantage à l'antisémitisme. Voilà, donc c'est très difficile dans cette chose d'avoir une position qui soit équilibrée. Or, nous ici à l'UPR, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, moi je ne suis pas comme Madame Rima Hassan ou comme M. Émeric Caron, qui sont députés de Gaza, semble-t-il, puisqu'ils ne parlent que de ça. Je ne suis pas conflit israélo-palestinien. Attention à ça, j'avoue que de ce point de vue-là, je suis très inquiet de vous d'arrêter l'immigration, ce que ne propose pas. On en revient au sujet fondamental de l'Iran et d'Israël. Depuis ce début de conflit, j'essaye de tenir une balance égale. Or, actuellement, le droit international, ça existe, c'est pas fait pour les chiens, le droit international donne raison à l'Iran et non pas à Israël. Israël n'a pas le droit, ce n'est pas un État, c'est un parmi 193 États des Nations Unies, il n'a pas le droit d'intervenir comme ça militairement, sans être passé par la case Conseil de sécurité, en Iran. De la même façon d'ailleurs, j'ai toujours cohérent, que la Russie n'avait pas le droit d'intervenir militairement en Ukraine. Sauf que pour ce qui concerne la Russie, il y avait des menaces venant d'Ukraine qui étaient constantes. C'était plus que des menaces, c'était des exactions. C'était plus que des exactions, c'était des tueries. Il y a eu des centaines de morts à Odessa, des dizaines de morts à la maison des syndicats d'Odessa, vous vous rappelez sans doute, et vous vous rappelez aussi des bombardements incessants qui ont eu lieu sur les provinces du Donbass. Donc il y a eu par ailleurs la révolution pilotée depuis les États-Unis dite du Maïdan, avec l'installation immédiate des bases de la CIA le long de la frontière russe. Plus par ailleurs les projets qui ont émané de Washington, où on voyait que le projet de Washington était de couper en rondelles la Russie en 15 sous-États. Donc, lorsque la Russie est intervenue, moi j'étais sur Israël 24 News, d'ailleurs vous pouvez aller le voir, c'était aux alentours du 15 février 2022, on m'a demandé si la Russie intervenait, est-ce que je condamnerais. J'ai dit oui, je condamnerais, je condamne toujours, je pense que la Russie aurait dû se pourvoir devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, mais la situation était fort différente de ce que c'est avec Israël, puisque l'Iran est soupçonné par Israël de vouloir se doter d'une force nucléaire, mais l'Iran n'a pas attaqué les populations juives. Il y a d'ailleurs des juifs, il y a une communauté qui est peut-être de l'ordre, on ne sait pas, 8500, 10 000, il y a certains qui montent jusqu'à 20 000 juifs en Iran. Et donc d'ailleurs une partie de ces juifs iraniens soutient le régime actuel. Et en tout cas au moment de la révolution de 1979, les juifs iraniens étaient du côté des révolutionnaires. Je précise d'ailleurs à cet égard, au sujet du régime iranien, que c'est bien sûr que c'est un régime qui ne correspond pas à ce qu'en France souhaite la majorité des Français. Je suis parfaitement d'accord. De là à dire que c'est une dictature absolument effroyable, la pire du monde, ça n'est pas vrai non plus. Il y a dans la région des dictatures, il y a un pire, notamment l'Arabie Saoudite ou le royaume du Bahreïn, où il ne fait pas bon vivre si au Bahreïn vous n'êtes pas musulman sunnite, alors que ce sont que des chiites les habitants. Et en Arabie Saoudite, même s'il y a eu des petites améliorations avec Mohamed Ben Salman, en gros, les femmes sont quand même considérées comme des citoyennes de troisième zone. Bon, avec normalement il y avait la charia, la lapidation de la femme adultère, etc., etc. Mais on ne parle jamais de ça parce que ces deux États, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, sont soutenus par les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Donc moi je me méfie beaucoup de la propagande de guerre qui nous est infligée actuellement. Et dans le droit international, je suis désolé, le droit international impose de signer le traité de non-prolifération nucléaire, ce que l'Iran a fait, ce qu'Israël n'a pas fait. Par ailleurs, là-dedans, on n'a pas un parallélisme des formes, puisque Israël possède plus qu'une bombe. Il y a entre 90 et 400 ou 500 ogives nucléaires. Ça dépend des experts que vous consultez. En tout cas, Israël est une puissance nucléaire et on peut être certain qu'ils ont quelque chose de très opérationnel, notamment situé dans le désert du Negev. Et Israël entend que l'Iran n'ait pas de bombe nucléaire. Bon, mais ça, c'est d'accord, mais c'est un point de vue.
Il y a quelque chose qui est, quand on veut vraiment comprendre le monde tel qu'il va, quand on veut vraiment faire preuve d'intelligence des situations et de la compréhension du monde, il faut toujours essayer de se mettre un instant à la place des autres. Si je me mets à la place des Israéliens, je considère en effet que c'est une menace si l'Iran se dote d'une force de frappe. C'est vrai, je peux le comprendre. Mais c'est tout autant une menace de savoir que le Pakistan, qui a des missiles Shahin 3 qui ont 2500 km de portée ou 2700 qui peuvent frapper Israël, le Pakistan est une puissance nucléaire et pas des moindres, puisque le Pakistan est en train de devenir la 5e puissance nucléaire du monde. C'est quand même pas rien. Là, en 2025. Donc le discours d'Israël à l'encontre de l'Iran vaudrait tout autant à l'encontre du Pakistan. Mais il faut aussi se mettre à la place du Pakistan et de l'Iran. Et notamment de l'Iran, parce que l'Iran, qui a signé le traité de non-prolifération nucléaire, qui affirme ne pas rechercher la bombe nucléaire, c'est peut-être faux, je ne sais pas, mais enfin ils affirment que ça n'est pas le cas. Ils ont accepté des visites des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qu'Israël n'a absolument pas accepté d'ailleurs, pas plus que la Corée du Nord. Mais si vous vous mettez à la place des Iraniens, qui se disent en vertu de quoi un État parmi 193 nous interdirait à nous de faire ce qu'eux-mêmes ont fait. Il y a quand même un problème ou alors on est d'un parti pris effarant, ou bien on essaie de regarder les choses avec la justice, un regard juste. Voilà. Donc il faut tenir compte des intérêts de chaque pays du monde et essayer de concilier des intérêts divergents. Voilà. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a une vingtaine de pays arabes, du Moyen-Orient, 20 pays, beaucoup, qui ont signé un manifeste là il y a quelques jours, ou une déclaration où ils proposent de faire de l'ensemble du Moyen-Orient une zone sans bombe nucléaire. Ah ouais. Voilà. Ça veut dire la dénucléarisation du Pakistan. Ça veut dire qu'effectivement, on interdit à l'Iran de se doter d'une arme nucléaire, mais ça veut dire la dénucléarisation d'Israël. Ah. Et ça veut dire aussi qu'il y a un partenaire caché dans toute cette histoire, ce sont les sous-marins de la flotte américaine qui viennent faire relâche au royaume du Bahreïn dont je parlais tout à l'heure, à Manama, c'est la capitale du Bahreïn, et les sous-marins de la 5e flotte américaine eh bien, sont détenteurs d'ogives nucléaires. Donc lorsqu'on parle de la détention d'armes nucléaires dans la région, on oublie tout simplement qu'il y a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins américains sur place, qui sont quasiment en permanence. Ils peuvent intervenir. On oublie aussi, d'ailleurs au passage, je rappelle quand même que la France a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qu'elle en a quand même, je crois, toujours deux en mer, parce qu'il y a une rotation, il y a des problèmes de maintenance, etc. Mais je crois qu'à tout instant, il y a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français avec des armes nucléaires qui patrouillent les océans du monde sans qu'on ne regarde. Très bien, mais je comprends qu'il y ait des gens qui sont du côté d'Israël, je comprends très bien. Mais enfin, un démenti, ça n'est jamais qu'un démenti. Bon, il est un peu chiant, Asselineau, parce que. Ouais, un peu en dessous la population de toute l'Union européenne. Il a une question sur Trump et il n'a toujours pas parlé de Trump. Donc bon, après ce qu'il dit est très intéressant, mais c'est le petit défaut d'Asselineau, c'est qu'il dérive toujours. J'ai l'impression qu'il veut toujours montrer un peu qu'il a de la culture. Alors c'est très bien de faire ça, hein, c'est très très bien, mais bon, au bout d'un moment on te pose une question, réponds-y quoi. Je rappelle que la Turquie, l'armée turque, Erdogan a dit qu'il soutenait l'Iran et qu'il ne tolérerait pas qu'on bombarde l'Iran. L'armée turque est considérée comme la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN, après les États-Unis, devant toutes les puissances européennes. Oui. Alors la Turquie n'a pas d'armement nucléaire, mais je signale que... Mais la Turquie finance quand même énormément de choses à Israël. Hein. J'en ai parlé avec Gérard Chevrier dans mon interview il y a 2 jours. L'Iran, officiellement, aujourd'hui même, est soutenu par la Russie, puissance nucléaire, par la Chine, puissance nucléaire, par la Corée du Nord, puissance nucléaire, par le Pakistan, puissance nucléaire, et par la Turquie, qui est la deuxième armée après l'OTAN. Ça fait quand même du monde. Ouais. Et puis on a vu là hier, dans la nuit du 17 au 18, il y a eu des bombardements faits par l'Iran avec des missiles hypersoniques qui sont allés frapper plusieurs endroits en Israël. Les médias français et occidentaux étant ceux qu'ils sont, on a très peu d'images et on n'a pas beaucoup d'accent qui est porté là-dessus. On nous a assuré qu'Israël avait la totale maîtrise de l'espace aérien iranien. On constate que ça n'est pas vrai, puisque là, il y a des reportages qui ont été faits par des journalistes internationaux, commencés par France 24, qui ont constaté ça. Alors qu'un missile hypervéloce, qui s'appelle le missile Fatah 1, qui a été développé par l'Iran. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour le développer, ils l'ont peut-être fait avec la Russie. Parce que le champion du monde des missiles hypersoniques, c'est quand même la Russie. Et la Russie a signé, en janvier de cette année, il y a donc 6 mois, la Russie a signé un partenariat stratégique avec l'Iran. Il soutient l'Iran en cas de conflit. On parle de la Russie, qui est quand même la première ou deuxième puissance mondiale en matière militaire. Il n'est pas impossible que les missiles hypervéloces, hypersoniques de l'Iran aient bénéficié d'un coup de pouce théorique en ingénierie de la Russie. C'est tout à fait probable. Je me permets de signaler au passage qu'on parle ici de missiles hypersoniques. Il y a des missiles intercontinentaux, les ICBM,
qui alors là datent du temps de la guerre froide, qui eux peuvent aussi, vont très vite, sont des missiles qui passent dans la stratosphère. Là, c'est en cas de guerre nucléaire stratégique, c'est l'apocalypse mondiale. Hein. C'est lorsque c'est le feu d'artifice final où les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, s'envoient mutuellement des missiles de très longue portée qui eux peuvent faire du Mach 10, du Mach 20 dans la stratosphère. Voilà, ça, tout le monde, les grandes puissances en ont. Mais là, on parle de quoi? Là, on parle de missiles qui sont des missiles à court moyen terme, donc entre 1500 et 2500 km, et qui ont une particularité, c'est qu'ils peuvent emporter des charges conventionnelles ou des charges nucléaires, et qui ont deux particularités, c'est qu'ils vont... le missile Fatah fait du 5,4 km à la seconde, et ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent changer en permanence de trajectoire, ce qui n'est pas le cas des grands ICBM. C'est une des grandes innovations. Ce qui explique, c'est justement ce qu'ont utilisé les Iraniens, et qui ont franchi le fameux dôme de fer qui protégeait Israël, parce qu'en fait, le dôme de fer n'a pas réussi à empêcher l'arrivée, et je crois qu'ils ont réussi à en neutraliser quelques-uns, mais pas tous. Ouais. Il a été l'habitué des tables de poker, et notamment de poker menteur. Mais c'est aussi quelqu'un qui est un homme d'affaires, un businessman, et c'est quelqu'un qui a une mentalité de gambler, de joueur. Voilà. C'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il a été l'habitué des tables de poker, et notamment de poker menteur. On l'a vu depuis qu'il est arrivé de nouveau à la Maison-Blanche. Il a pris des décisions, notamment, vous vous rappelez, sur l'augmentation des droits de douane, où il a augmenté de façon colossale les droits de douane. Ça a fait un scandale planétaire, etc. Puis après, il y a des quantités d'États qui sont venus négocier chacun pour leur compte. Et puis, il a magnanime, il a rabaissé, etc., les exigences. Au bout du compte, il a quand même obtenu des choses que n'avait pas obtenu son prédécesseur. Voilà, donc je pense qu'on peut comprendre la psychologie de Trump comme étant quelqu'un qui aime bien faire des provocations créatrices pour changer un petit peu le haut du bocal et favoriser des négociations. Donc, il tient, ça c'est une des premières interprétations du personnage. Il y a une deuxième interprétation du personnage qui est moins flatteuse, qui est que finalement, il est un peu de l'avis du dernier qui a parlé, c'est un individu fantasque, comme le dit l'internaute, et c'est quelqu'un sur lequel on ne sait plus sur quel pied danser, ce qui est un peu vrai. Éventuellement, certains disent qu'il est tenu. Le lobby pro-israélien aux États-Unis est quand même très important. Benjamin, je crois que c'est Netanyahou qui s'était vanté lui-même, il y a quelques années, d'avoir dans sa poche une grande partie des représentants et des sénateurs américains. Donc il est aussi tenu sans doute par cela. Alors qu'est-ce que dans cette histoire, comment il va se dépatouiller, je n'en sais rien. Je pense aussi qu'il est confronté à ce qui lui revient de son administration. Et il y a dans son ministère, il y a Mme Tulsi Gabbard, vous savez, qui est conseillère de sécurité, et qui a fait une déclaration absolument sensationnelle il y a quelques jours, en disant que d'après la CIA, l'Iran ne cherchait pas à avoir une bombe atomique. Il y a des journalistes qui ont vu ça, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, des journalistes qui sont allés voir Trump en disant « mais enfin, votre ministre, enfin, elle n'est pas ministre, enfin, c'est l'équivalent, Mme Tulsi Gabbard a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et réponse de Trump « je m'en fiche de ce qu'elle pense. » Bon, c'est quand même pas tout à fait rien. C'est pas tout à fait rien. Bon, il y a aussi, je pense, au département d'État, avec Marco Rubio, des gens qui doivent se dire « attendez, l'État d'Israël est en train de se mettre à dos la planète entière. » Parce que ce qui est dément dans toute cette affaire, c'est que Netanyahou lance ce conflit contre l'Iran, alors que ça fait des décennies qu'il en est question, je vais y revenir dans un instant, mais il le lance alors même que les troupes de Tsahal sont encore présentes à Gaza et qu'il y a des exactions tous les jours. Donc actuellement, l'image de l'État d'Israël est au plus bas dans l'opinion publique mondiale. Dans tout ce qu'on appelle le Sud global, qui englobe l'ensemble de l'Amérique latine, l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble du Moyen-Orient, le sous-continent indien, l'Extrême-Orient, etc., la Russie et une partie aussi des opinions publiques occidentales, Netanyahou, il est quand même poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité par la CPI. Alors je sais bien, il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont dire oui, c'est scandaleux, je m'en fiche, c'est des gens qui ont une réaction épidermique, c'est pas une réaction intelligente. Moi, il y a des gens qui disent oui, vous êtes de parti. Je ne suis pas de parti pris. Il y a des gens qui vont dire que j'ai les valises de Khamenei maintenant, bientôt. Non, j'essaie de voir avec conscience, etc. Je ne comprends pas, honnêtement, comment l'État d'Israël, qui est déjà dans une position médiatique extrêmement dégradée dans l'ensemble du monde, et qui d'ailleurs a des troupes qui sont occupées à Gaza, se lance maintenant là-dedans. Parce que l'une des données aussi de cette question, j'ai publié là sur Twitter, il y a quelques minutes, un tweet relayant ce que j'ai trouvé sur Internet, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez extraordinaire. Je rappelle que Benjamin Netanyahou, il est dans les années du pouvoir en Israël depuis 30 ans, depuis 1995. Et quand il n'était pas Premier ministre, il a été quasiment ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Enfin, c'est vraiment c'est l'homme le plus puissant d'Israël. Et c'est quelqu'un qui a été, depuis 1995, 6 fois Premier ministre. 6 fois, il y a eu le gouvernement Netanyahou 1, Netanyahou 2, 3, 4, 5, 6. On en est à Netanyahou 6. Bon, avec entrecoupé de temps en temps par un autre, mais sur les 30 ans, il a été pendant 17 ans et demi Premier ministre. Et la vidéo que j'ai relayée sur mon compte Twitter, c'est pas moi qui l'ai faite, vous verrez que depuis 1995, c'est-à-dire depuis 30 ans, que ce soit la Tribune des Nations Unies, que ce soit la télévision israélienne, que ce soit, je sais pas, devant le Sénat américain, etc., ça fait 30 ans qu'il explique que l'Iran va incessamment avoir la bombe nucléaire, que c'est une question de semaines ou de mois. Ça fait 30 ans qu'il le dit, donc il est quand même légitime. Pour dire comme De Gaulle ou comme Couve de Mirville, on n'est pas des ennemis du peuple juif des Israéliens, que de dire que là, il y a quand même un truc qui cloche.
Quelqu'un qui, depuis 30 ans, nous annonce que dans les 3 mois, l'Iran va avoir la bombe nucléaire. Bon, voilà les données du problème. Alors là-dedans, qu'est-ce que peut faire Trump? Moi, je pense qu'il doit être très embêté. Il doit être tiré à U et à dia. Il doit y avoir la pression considérable de Netanyahou et puis de lobbies pro-israéliens qu'il y a aux États-Unis, comme l'AIPAC notamment. Oui. Et puis, il doit y avoir le lobby contraire. J'ai vu, vous avez vu, il y a des influenceurs comme, par exemple, Tucker Carlson ou Candace Owens, qui sont des influenceurs très importants, qui ont milité pour Trump et qui ont sommé Trump de ne pas déférer aux exigences de Netanyahou en disant que les États-Unis d'Amérique n'ont pas à être systématiquement déversés des milliards de dollars à l'État d'Israël, que ça se tourne contre l'intérêt du peuple américain. Voilà, donc effectivement, ce que dit Asselineau, c'est qu'il y a la piste aussi de est-ce que Trump est-il tenu? Il a parlé de l'AIPAC, il n'est pas revenu forcément dessus plus que ça, mais moi j'en ai parlé avec Gérard Chevrier dans mon interview il y a 2 jours que je vous incite à aller voir. Et l'AIPAC, ça fait peur. C'est l'équivalent du CRIF en France, quoi. C'est l'équivalent du CRIF, sauf que là c'est en Amérique. Et en fait, si vous préférez, voilà, ils ont une telle influence, le lobby israélien a une telle influence aux États-Unis et notamment sur les présidents américains. Effectivement, on se pose des questions. Il est même dit que Trump aurait été élu, finalement, pour faire la guerre à l'Iran. Et c'est aussi bon à savoir que, figurez-vous que pendant la guerre contre l'Irak, Israël finançait l'Iran. D'après eux, c'était une stratégie de déstabilisation des 2 États, pour justement que Israël puisse ensuite prendre le dessus. Mais quand même, de se dire que Israël a financé l'Iran et qu'aujourd'hui, elle est contre l'Iran, elle dénonce, c'est quand même dingue de se dire mais c'est quel genre de poker politique de faire ça, de financer ses futurs ennemis. Ça paraît inhumain. C'est exactement comme le Hamas qui a été financé et soutenu par Netanyahou fut un temps. Donc en fait, c'est une manie chez eux, c'est de financer leurs futurs ennemis ou leurs ennemis actuels pour pouvoir continuer justement à être en conflit, pour pouvoir éviter telle chose. Actuellement, Netanyahou, en fait, il devrait être jugé. Actuellement, il devrait être jugé, il devrait être enfermé, il devrait être jugé, il devrait être... Bien évidemment. Mais tout ça ne se fait pas puisque Israël est en guerre, Israël est ceci, Israël est cela, on ne peut pas. Ce sont des gens qui jouent avec les lois, qui jouent avec le droit. Pour justement rester au pouvoir, pour continuer de rester au pouvoir de manière complètement parasitaire. Malgré le fait que le peuple soit à l'encontre de ce même pouvoir. Donc tout ça est très intéressant. Le double jeu de Trump, effectivement, c'est comme quelqu'un qui joue un petit peu au poker menteur, comme dit Asselineau. Donc là, ça va être décisif dans les jours à venir. C'est si effectivement si on envoie effectivement, pas moi, hein, mais si Trump envoie des soldats américains sur le sol israélien, ça va être décisif. Parce que là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que si ils viennent à emmener des soldats américains sur le sol israélien, ils vont devoir retirer des troupes d'Ukraine. Ils vont devoir retirer de l'armement d'Ukraine. Ils vont devoir, en tout cas, ils ne pourront pas être sur les 2 fronts. Donc ça veut dire que soit l'Iran prend le dessus sur Israël et potentiellement Israël dans 15 jours c'est fini, soit ils aident Israël, les USA aident Israël, mais par contre ils doivent se retirer d'une partie de l'Ukraine et là c'est Poutine qui peut prendre le dessus. Et comme l'Iran est associé à la Russie, elle-même associée à la Corée du Nord, au Pakistan, enfin, etc., à la Chine, etc., là ça va être très 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 intéressant. Mais ça peut potentiellement, comme l'a dit Gérard Chevrier, vous verrez que les historiens dans 10-15 ans, ils étudieront la 3e guerre mondiale dans laquelle nous sommes actuellement et ils diront effectivement, ils déclareront que le déclenchement de cette 3e guerre mondiale, ce sont les frappes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens. Vous pouvez être sûr. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous chers amis, c'est très important. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, surtout sur mes ennemis.